Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, je vais recevoir une candidate aux élections législatives dans la circonscription centre. Alors, c'est centre, la circonscription nord, nord, donc de Chelchère jusqu'à Sainte-Marie, en passant par Saint-Joseph, mais sans le gros monde. Sans le gros monde. On est bien d'accord. Donc, Madame Karine Varas, bonjour Karine Varas. Bonjour Monsieur Paolo, bonjour à toutes et à tous. Très bien. Alors, je vais dans un premier temps demander de te présenter à nos téléspectateurs, qui fassent connaissance, tous ceux qui ne te connaissent pas encore, puisque tu t'es déjà présenté lors d'élections précédentes. Donc, à toi. Alors je m'appelle Karine Varas, je suis de Chelchère, je suis née à Chelchère, j'ai vécu à Chelchère, travaillé à Chelchère, mes enfants ont été scolarisés à Chelchère et je suis candidate dans le Nord donc à ces élections. J'ai été également candidate en 2017 et candidate sur la liste des européennes pour la France Insoumise en 2019. Donc depuis fin 2016-2017, je suis à la France Insoumise, qui est, je le rappelle, un mouvement, pas un parti. Et j'ai beaucoup travaillé avec les députés, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Mathilde Panot, à faire émerger nos besoins, nos spécificités dans le programme de la France Insoumise, qui s'appelait donc l'Avenir en commun. Et j'ai également été rédactrice du livret Outre-mer et du plan. Le plan Outre-mer, c'était un petit fascicule qui expliquait la stratégie qu'on allait mettre en place, qu'on veut mettre en place pour changer les choses et avancer dans les Outre-mer, en tout cas en Martinique. Parfait. Alors, puisque tu as présenté ton implication dans la France Insoumise, est-ce que tu as le sentiment justement que nos spécificités et nos particularités, nos besoins, nos demandes sont prises en compte? Tu as une écoute? Ah oui. Alors, il y a eu beaucoup de demandes, justement, des députés que j'ai cités, de Mathilde Panot, qui s'est emparée de certaines problématiques comme le chlordécone, comme l'eau en Guadeloupe, comme l'eau à Mayotte également, les problèmes de vie chère, etc. Et de Jean-Luc Mélenchon, avec qui je discutais régulièrement, et qui me demandait, j'ai entendu tel truc, j'ai entendu tel problème, telle problématique, il y a une grève, c'est pourquoi, et donc je faisais remonter. Et j'ai aussi fait remonter des dossiers qui m'ont été confiés, par exemple, par certaines associations, comme Zéro Poison, Zéro Chlordécone. J'ai aussi permis des rencontres avec le président d'Odyssey ou avec Monsieur Malsa sur les problématiques d'environnement. Et oui, sincèrement, et c'est pour ça que je suis toujours à la France Insoumise et que je continue ce travail-là et ce chemin-là avec eux, c'est parce que moi, je m'étais jamais impliquée politiquement. Je me suis jamais encartée. Mon page, j'en même prends quatre pièces côté, parce que j'ai besoin de liberté de penser. Et j'ai besoin de pouvoir contredire si j'ai envie et ne pas forcément être d'accord avec une ligne, la ligne du parti auquel on appartient. Mais là, j'ai trouvé premièrement un mouvement évolutif avec des gens qui étaient prêts à entendre, prêts à changer d'avis, prêts à mieux comprendre. Et donc, oui, par exemple, le livret dont je parlais, il n'y a pas eu de censure ou de regard de Mélenchon ou de quelqu'un d'autre pour me dire ah non, ça, on va pas faire ça, etc. Tout ce que j'ai apporté, et pas moi seulement, ça a été un travail collaboratif avec d'autres personnes, d'autres camarades de tous les Outre-mer, y compris Pacifique, Océan Indien, enfin bref, tout le monde. Ils ont apporté, on a fait remonter tout ce qui n'allait pas dans les différents territoires, et enfin on a
synthétisé tout ça et produit quelque chose. Et oui, pour répondre à ta question première, oui, on est entendu. En tout cas, par la France Insoumise, on est entendu. Bon. Parce que c'est une critique que l'on fait en général. En général, oui. On nous écoute pas, hein, ou on ne prend pas en compte, donc, puisque c'est, semble-t-il, différent, c'est de bon augure. Alors, est-ce que tu penses que c'est cette écoute qui explique le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles, au premier tour, où il est passé, il faut le rappeler, en tête dans toutes les communes de Martinique, avec plus de 50%, autrement dit, s'il fallait élire un président ici, il aurait été élu au premier tour. Il aurait été élu. Voilà. Oui, alors je pense que ça a participé parce que les gens se sont rendus compte. Sur le terrain, je me souviens d'une rencontre que j'ai faite avec des petits jeunes de quartiers populaires et qui me disaient Mathilde Panot, ah ouais, nous, ouais, Moselle pas fait la fête. Il pas quitté mon fête n'importe qui ça pays, etc. Et puis les idées, bon, et en fait, on a constaté que les gens se sont emparés de la chose politique parce qu'ils ont vu qu'on s'occupait de nos problèmes, qu'on nous entendait. Et puis, il y a aussi le programme en lui-même, le programme qui est intéressant, surtout le volet social. Il y a un gros travail qui a été fait. Et puis, il y a le sérieux. Je pense que, d'ailleurs, c'était étonnant parce que même en France, les journalistes qui ont passé leur temps à taper sur Mélenchon ont quand même admis que c'était la force politique la plus sérieuse et qui a le plus travaillé, qui a le plus approfondi les dossiers et porté des solutions. Donc, je pense que c'est tout ça. Une dernière question sur le présidentiel. Est-ce que tu as été surpris par le résultat obtenu au premier tour? Alors, est-ce que tu t'y attendais? Je m'attendais à ce qu'on ait un très beau score. Sincèrement, je m'attendais à 40-45%. 53%, non, je vais pas mentir, bon, je ne pensais pas. Mais je sentais bien qu'on allait faire un très beau score. Les remontées, les gens qui m'appelaient, qui me disaient à mon travail, tout le monde qui a parlé dit ça, ok, votez Mélenchon. Je sentais qu'il y avait une émulsion, tu vois, qui se créait et que ça allait être bien. Alors, il y a eu quand même... Excuse-moi, oui. je veux juste rajouter un truc, c'est que je savais que ça aurait été le cas sur tous les Outre-mer. Parce que comme j'étais coordinatrice de la campagne sur les Outre-mer, j'étais en contact permanent avec... la Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon. Oui. Et on sentait bien que ça... Il y avait quelque chose. Que ça montait. Alors... Je ne peux pas ne pas poser cette question. Au second tour, c'est Marine Le Pen qui fait un score absolument canon. Tu l'interprètes comment? Tout simplement, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup d'insultes aussi envers le peuple martiniquais. Et je ne suis pas d'accord. Pour la simple et bonne raison que je suis convaincue que au-delà de la partie quantifiable des gens qui ont voté Marine Le Pen au premier tour. Donc 13% de 20%, enfin de 40%. C'est 41% des inscrits. Des inscrits. C'est pas grand-chose. Voilà. Au-delà de ça, c'était franchement et de façon très claire un vote de contestation, un vote de colère, un vote un non, un cri, un non, premièrement, aux politiques de Macron. Les gens ont très clairement dit qu'ils ne veulent plus de Macron. Ils ne veulent plus. Ils souffrent trop. Les gens sont bien conscients. C'est mon pas fou. Donc, c'est un vote anti-Macron, mais c'est aussi un vote de défiance. Parce que quand on observe, on voit bien que les maires qui ont appelé à voter Macron n'ont pas été suivis, ni au premier, ni au deuxième tour. Et puis les gens, les Martiniquais ont souffert pendant 2 ans. Et ils ne se sont pas sentis représentés, ils ne se sont pas sentis soutenus, ils n'ont jamais entendu les élus en place, ni venir les voir, ni porter leurs paroles, ni aller à la préfecture, taper du poing sur la table et dire au préfet, stop, ça suffit. Et je pense que les gens
on réagit et on dit, bon, mime. D'accord. Alors, la circonscription Nord, c'est une circonscription extrêmement vaste, qui comporte 17 communes différentes, avec des problématiques qui ne sont pas exactement les mêmes selon qu'on se situe de la côte Caraïbe ou de la côte Atlantique. Comment tu l'abordes? Alors, oui, c'est vrai que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais restent quand même similaires. Le Nord est une zone sinistrée. C'est une zone isolée, c'est une zone abandonnée. Sur tous les plans. Premièrement, sur le plan social, les personnes... Alors, en Martinique, on nous dit qu'il y a 30% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, pardon. Dans le Nord, ça monte à 45%, 50%. Les gens ont des difficultés par rapport au transport et à tous les services publics. Au niveau de la santé, le Nord, c'est un grand désert médical. C'est mon nom, peut pas soigner koyo. Il n'y a pas de médecin. Ou alors, s'il faut aller voir un spécialiste, il faut descendre à Fort-de-France. Et on revient au problème des transports. Et on revient au problème financier. Donc, ça coûte cher. Le Nord aussi, c'est une zone qui n'est pas développée économiquement. Pas ni rien. Donc, il faut descendre faire ses courses, il faut prendre le bus ou prendre sa voiture et donc mettre de l'essence qui coûte cher. Enfin, c'est un tas de problèmes imbriqués les uns dans les autres. Donc, écoute, comment je l'aborde? Je l'aborde simplement en disant ce que nous, on propose. Ce que nous, on propose, c'est bien simple. Premièrement, un plan d'urgence sociale. Un plan d'urgence sociale dans lequel on va faire en sorte de réévaluer le pouvoir d'achat, de donner aux gens du souffle, que les gens puissent respirer, parce que c'est plus possible. Je ne sais pas si, justement, les gens qui ne vivent pas dans le Nord s'imaginent. Je sais qu'il y a de la pauvreté partout, hein, je n'en disconviens pas, mais il y a des gens qui ne vont pas se soigner, ils ne se soignent pas, parce qu'ils n'ont pas ni l'argent, parce qu'ils ne peuvent pas prendre bus lâchait, et en plus, l'organisation des transports est nulle. C'est-à-dire que pour sortir de Besaudin ou pour sortir de reculer, il faut que prendre en premier et tomber levé, un bus camion au bout, il faut que prendre l'autre camion de l'autre côté. Enfin, c'est dramatique. C'est dramatique et c'est inadmissible. Donc, il y a un sérieux travail à faire sur les services publics. Mais pour revenir à notre plan d'urgence sociale et au pouvoir d'achat, il faut redonner du souffle aux gens. Donc nous, on propose premièrement de réévaluer le SMIC à 1 500 €. C'est un minimum. On propose aussi de permettre aux jeunes, parce que alors c'est les premiers touchés, les gamins là, ils peuvent pas aller en stage, ils peuvent pas aller travailler, ils n'ont pas forcément des parents en mesure de les suivre dans leurs études, et donc nous on propose une garantie autonomie de 1 063 € pour tous les jeunes à partir de 18 ans, étudiants ou en lycée professionnel, qui pourrait leur permettre de ne plus avoir à chercher un petit boulot, un petit job, etc. Il y a ni travail pour travail, et puis point. Le reste, on s'en occupe. On s'en occupera si on est élu, si on arrive au pouvoir. Également pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il faut savoir que M. Macron a décidé, c'est un grand mot, de conjugaliser l'AAH. L'AAH, c'est l'allocation pour adultes handicapés. Voilà, adultes handicapés. Ça veut dire que en monde qui ni un problème d'autonomie, bon, la personne a du mal à se déplacer, donc à travailler, on lui donne une allocation. Mais si cette personne-là est mariée à quelqu'un qui touche plus de 2 000 €, eh bien on réduit. Ça veut dire qu'on l'empêche d'être libre, on l'empêche d'être autonome et d'être indépendant. Donc nous, on veut déconjugaliser la AAH, que la personne adulte, je répète bien, adulte, puisse avoir son allocation pour vivre dignement et augmenter la AAH, réévaluer la AAH. Alors, une question quand même encore, juste sur les présidentielles qui me vient.
c'est la première fois, en tout cas, dans une période, disons, dans les 40 dernières années, qu'un président de la République sortant est battu lorsqu'il se représente. Giscard d'Estaing avait été élu en 1974 et avait fait un véritable triomphe en 1981 en Martinique. Est-ce que ce désaveu que les lecteurs, enfin en tout cas que c'est les Martiniquais qui se sont exprimés lors des élections présidentielles, est-ce que ce désaveu, tu imagines qu'il se prolongera lors des élections législatives? J'espère. J'espère parce que de toute façon, il faut que les Martiniquais comprennent. Il n'y a pas 26 000 solutions. Il n'y a pas télé Macron, nous pas télé Macron. Il n'y a qu'une solution possible, c'est permettre aux représentants de Mélenchon en Martinique, c'est-à-dire, si je peux me permettre, Marie-Noëlle Delaney sur le centre, Thierry Renard sur Fort-de-France et moi-même dans le Nord, nous permettre de continuer cette politique, ou de mettre en place plutôt, cette politique, ce programme qu'on a proposé aux Martiniquais au présidentiel, qu'on puisse arriver en masse à l'Assemblée nationale, de façon à ce que Mélenchon puisse être Premier ministre et qu'on puisse faire barrage aux politiques de Macron. Parce que il y a pas plus que ça, hein. C'est soit nous qu'à continuer combat, soit on nous dit nous qu'à arrêter et puis ça. Donc si on décide de se battre jusqu'au bout, il faut qu'on puisse mettre à l'Assemblée nationale, envoyer à l'Assemblée nationale, élire des députés qui vont siéger avec le groupe de l'Union populaire et qui vont faire en sorte que tout ce qu'on a proposé puisse être appliqué et qu'on dise non aux politiques de Macron. À commencer par la réintégration des soignants et pas la suspension, parce que Macron a suspendu l'obligation vaccinale, mais nous, on veut arrêter avec ça. C'est fini. Parce que, premièrement, c'est inacceptable de laisser des gens comme ça sur le carreau, des soi-disant héros à l'époque, et puis aujourd'hui, c'est des repris de justice. Enfin, en tout cas, on les traite comme tels, et on les prive de leur travail, et on les prive de leur salaire. Et puis, on prive les Martiniquais de soignants. Dans le programme que tu as rapidement évoqué tout à l'heure, tu as parlé de différentes thématiques. Tu as par exemple parlé de la question des transports. Mais en quoi le député que tu aspires à devenir peut intervenir en matière de transport? Parce que pour rencontrer quand même un certain nombre de candidats, j'observe souvent que les thématiques qui sont évoquées dans la campagne, qui sont légitimes, on ne peut pas saucissonner les gens non plus. Ils ont des problèmes, concernent quelquefois les collectivités locales, les communautés d'agglomération, donc Cap Nord en espèce. Les municipalités. Les municipalités ou la CTM. Alors, comment tu vois ton rôle comme député? Parce que à s'en tenir à la seule lecture de la Constitution, le député, il a 3 fonctions. Il est au pouvoir législatif, il fait les lois. Il contrôle l'action du gouvernement. Et puis, il a un pouvoir d'initiative. Exact. Dans le cadre des propositions de loi. C'est tout. Il n'a pas d'administration, il n'a pas de... il est dépourvu de ces éléments-là. Tout à fait. Comment toi tu vois ça? Sauf que, avec des députés insoumis, la chance qu'on a, c'est qu'on puisse avoir du pouvoir. C'est-à-dire que si nous sommes suffisamment nombreux, c'est-à-dire 289 députés insoumis ou de la NUPES, d'ailleurs il faudrait qu'on fasse peut-être une petite parenthèse sur cette histoire de NUPES, on a la possibilité d'arriver au pouvoir. On a la possibilité d'avoir un Premier ministre, et ce qu'il faut que les Martiniquais comprennent, les Martiniquaises qui nous regardent, c'est que c'est le Premier ministre qui conduit la politique du pays. C'est pas le président. Autrement dit, si je résume ce que tu as dit, l'objectif des élections, ce n'est pas simplement d'élire des députés dans chaque circonscription. Exactement. C'est d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale de telle sorte que le programme qui a été proposé
et donc à l'ensemble des 4 forces politiques qui se sont réunies dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale, puisse être mise en œuvre. Est-ce que j'ai bien C'est exactement traduit? ça. C'est que on a un petit plus, un bonus cette année, c'est qu'il n'y a pas que l'élection n'est pas que une élection législative, c'est une élection qui pourra nous permettre d'arriver au pouvoir et de coup barrer Macron, parce que c'est ça l'objectif, c'est coup barrer. Et surtout de régler un certain nombre de problèmes que nous avons. Eh ben oui, ça c'est dans le programme. D'accord. Les solutions sont là, on est prêt, tout est là, tout est chiffré, tout est calculé, tout est calibré. Par contre, il nous faut arriver au pouvoir. Donc il faut qu'on nous donne le maximum de députés, qu'on élise le maximum de députés insoumis. Je parle des Antilles, de la Martinique et des Outre-mer. Il faut qu'on puisse arriver à l'Assemblée. Une dernière question, puisque la petite lumière s'allume déjà. Mais oui. On a parlé de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. NUPES. Bon, en Martinique, qu'en est-il? Alors, je vais être rapide puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. En Martinique, il n'y a pas de NUPES. Personne ne peut se prévaloir d'être représentante de la NUPES. Pas ni ça. Pour la simple et bonne raison qu'on nous a permis, c'est-à-dire qu'il y a une demande que les partis nationaux ne nous découpent pas comme des morceaux de viande en disant moi je veux cette circo, je veux cette circo. Donc on est autonome et on est investi par nos partis ou nos mouvements. Moi je suis investi par la France Insoumise, comme d'autres seront investis par d'autres. C'est clair. Voilà. Pardon. Mais ce que je veux ajouter, c'est justement, c'est tout ça qui crée la défiance des Martiniquais. Les Martiniquais ne votent plus pourquoi? Parce que yo bon. Ils ne voient que des gens qui sont là, t'as qu'à tirer, qu'à râler, couverti, t'as qu'à dire c'est moi, m'en fait, m'en pas fait. Et dans les faits, comme je disais au début, les gens ne se sentent pas représentés, les gens ne se sentent pas soutenus. Et je pense qu'il faut changer les choses. Il faut renouveler la classe politique martiniquaise. C'est plus possible. Dans le Nord, on a quelqu'un qui a 6 mandats. 6 mandats. Et pour le nommer, M. Pamphile, 6 mandats. Yoke bayon l'autre. C'est un ragoulou. Il en l'autre encore. C'est trop, ça suffit. Il faut arrêter avec ça. On a des gens qui... Tu en as combien, en fait? Moi, aucun. Et à la France Insoumise, on est très à cheval sur le non-cumul des mandats. Une personne, un mandat. Un mandat. Bon, eh bien, écoute, je pense que sur ce mot de conclusion, notre émission va s'arrêter. J'espère que tu auras l'occasion, au cours de la campagne, dans la circonscription la plus étendue de la Martinique, puisque c'est le Nord, de donner aux électeurs le maximum d'explications, en tout cas de répondre à leurs préoccupations. Je m'y attache. Voilà. Donc c'est difficile parce qu'il y a 55 candidats en Martinique, donc... C'est beaucoup. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est aussi la vitalité de la démocratie, on peut dire ça aussi. Tout à fait. Non, mais tout le monde a le droit de se présenter, Absolument. même ceux qui ont 6 mandats. Maintenant, j'aurais aimé que les Martiniquais de choisir en conscience. Donc, ils peuvent aller sur Internet. Il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut pour savoir ce que nous on propose, et on propose beaucoup de choses. Il y a des solutions, et voilà. Donc, faites-nous confiance. Parfait. Eh bien, Karine Varras, merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés ou regardés. Parfait. Merci beaucoup.